Le coup de tocsin. Et je suis très heureuse de retrouver Eric Denessé, que nous vous avions déjà hier. Bonjour Eric Denessé. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous, spécialiste du renseignement, l'intelligence économique, directeur du CF2R, Centre français de recherche sur le renseignement. On vous retrouve pour cette chronique et ce point sur l'international. Je voulais commencer avec vous, si vous voulez bien, sur cette visite de Vladimir Poutine qui a été reçue par son homologue mongol, donc le 3 septembre. Je vous propose de regarder rapidement cette petite extrait vidéo. On voit Vladimir Poutine arriver, accueilli en grande pompe ici. Alors qu'il était, donc, je le rappelle, sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et que la France et d'autres avaient demandé justement à la Mongolie d'arrêter Vladimir Poutine, ce qui n'a pas été le cas, comme on peut le voir ici, puisqu'il est accueilli les bras ouverts. Je voulais commencer par cela, Eric Denessé. Oui, bah, ça n'a rien de surprenant d'abord parce que le président russe avait bien sûr pris ses précautions auparavant. Et puis, il faut rappeler que la Mongolie fait partie des pays du premier cercle, hein, comme la Corée du Nord. En plus, c'est un pays qui est aussi très proche de la Chine. Donc, Oui, voilà, les risques qu'il soit arrêté étaient extrêmement, extrêmement minces. Je pense que les Européens et les Occidentaux ont fait la demande pour la forme parce qu'ils oui. s'attendaient bien sûr à ce que le gouvernement de l'Ulaanbaatar obtempère. Oui. Alors, si on reste un petit peu sur la scène russe, justement, et ce qui se passe pour la Russie en ce moment et l'offensive de l'Ukraine en Russie, est-ce que vous pouvez nous faire un point? Oui, alors l'offensive ukrainienne semble marquer le pas depuis maintenant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je crois qu'il faut plus le considérer comme une zone dans laquelle des incursions régulières sont conduites. Ce sont des tout petits villages, ce sont la ville la plus importante à peine 5000 habitants. C'est une zone qui est difficilement défendable, donc les Ukrainiens sont rentrés avec des moyens de génie, mais ça veut dire que lorsque les Russes mettront vraiment le paquet, ils ne pourront pas faire face à la contre-offensive ukrainienne. Et puis cette contre-offensive, finalement, c'est vraiment une action très circonstanciée. Elle me fait penser, moi, au raid des commandos britanniques de 1942, lorsque toute l'Allemagne occupait le continent européen, que les Britanniques étaient les seuls à faire quelque chose et qu'ils envoyaient des commandos de nuit sur les côtes européennes, avec d'ailleurs des grosses pertes en effectifs. Ça ne servait à rien sur le plan militaire, mais ça permettait de maintenir le moral des troupes. On peut Hmm. estimer que c'est un la même chose avec cette offensive, parce que d'abord, elle n'a rien changé sur le front du Donbass, au contraire. Et puis surtout, elle a généré plusieurs choses. Elle a d'abord généré une opposition très importante en interne, puisqu'un certain nombre de députés, y compris de militaires, disent que c'est une erreur, que ça va bien sûr affaiblir encore plus le front du Donbass, que ça a eu le don de radicaliser la Russie. Et ça, c'est le deuxième point. Les Russes qui commençaient à parler de négociations, bien sûr, ont systématiquement et Eh immédiatement oui. arrêté de parler de négociations et ont considéré que maintenant ça en est terminé. Et de plus en plus de voix, surtout dans les hautes autorités, chez les autorités militaires à Moscou, n'attendent maintenant et ne veulent accepter qu'une capitulation de l'armée ukrainienne et plus de négociations pour l'instant. Et Poutine est en effet pris entre, on va dire, les faucons et ceux qui sont plus pour une négociation rapide. Donc voilà, il est assez pragmatique, il gère les pressions entre les deux camps. Oui, et puis c'est ce que vous disiez déjà hier, finalement, on a l'impression que tout va être un petit peu arrêté sur ce front-là, avec la situation telle qu'elle est, jusqu'aux élections américaines. En fait, tout le monde a un peu les yeux rivés vers les élections américaines. Oui, il y avait encore une interview de Trump ces derniers jours qui disait qu'il avait ce plan secret pour arrêter la guerre en 24 heures et puis un second plan pour la Chine. Alors, d'abord, il faudrait qu'il soit élu, ça c'est le premier point. Ensuite, il faut rappeler que s'il est élu en novembre, il ne prendra pas ses fonctions avant janvier. Et même s'il est élu en janvier, il lui faudra probablement encore quelques semaines, voire quelques mois, avant de pouvoir concrétiser ce qu'il a souhaité. Alors, comme beaucoup, moi je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une évolution majeure avant le mois de novembre. Mais la question, c'est que si c'est Trump qui est élu, est-ce que la situation sera débloquée en novembre ou est-ce qu'il faudra attendre le printemps suivant que le nouvel hôte de la Maison-Blanche ait pris vraiment la direction de toute l'administration américaine. Mm. Alors, vous souhaitiez parler également de l'Allemagne, et qui a lancé un mandat contre les plongeurs ukrainiens et qui a accusé Zelensky et Zaloujny du sabotage de Nord Stream 2.
Alors, tout ça est encore une fois lié à l'opération qui a eu lieu à Koursk. On sait maintenant que l'opération a été largement préparée par les Anglais et par les Ukrainiens, et d'ailleurs presque, je dirais, au détriment des Américains, la CIA a été impliquée dedans, mais ni le Pentagone ni la Maison-Blanche, qui étaient vraiment sur d'autres choses, parce qu'on était en pleine convention républicaine et démocrate, ils ont été surpris. Donc, ils ont été les premiers à lancer des attaques contre Zelensky et Zaloujny en disant que ces deux hommes étaient au courant et avaient donné leur feu vert pour le sabotage de Nord Stream. Il va de soi que tout cela est faux. On a maintenant de plus en plus d'informations qui nous permettent de dire que ce sont les Américains, mais ça montre la satisfaction de Washington par rapport à cette opération ukrainienne à course. Et puis dans le même temps, les Allemands ont renchéri en continuant leur enquête judiciaire, et un procureur a donc lancé une procédure contre celui qui aurait été le chef d'équipe sur le petit yacht qui est allé soi-disant saboter les pipelines de Nord Stream. Alors, tout ça n'est qu'un habillage. Il faut rappeler que depuis le début de cette crise, les services allemands, c'est-à-dire le BND, ne font que être le bras armé de la CIA sur ce dossier. Ils reprennent absolument toutes les informations, toute la propagande que la CIA a diffusée pour essayer de se disculper de cette opération. Et encore une fois, il faut rappeler que les BND, le service allemand, a été directement créé par la CIA en 1947 sur les ruines du service de renseignement de l'armée de l'Est allemande. Et donc, c'est une création de la CIA. Donc, les liens entre les deux sont très forts, et on voit encore que ça fonctionne plus de 50 ans après. Mais surtout que c'est très très intéressant ça, parce que on a vu d'un seul coup dans la presse apparaître cet été, on est revenu dessus nous dans une grosse émission, notamment dans le New York Times, cette accusation de Zelensky qui serait au courant ou qui aurait été mis au courant, bon après qui aurait rétropédalé, mais c'était trop tard, les choses étaient lancées. Et donc finalement de mettre l'Ukraine au premier plan ici de la responsabilité de ce sabotage. Et puis l'Allemagne, comme vous le dites, parce qu'on sait que le New York Times et d'autres journaux sont également des télégraphistes entre guillemets de la CIA ou du FBI. Ici, vous nous dites que l'Allemagne et son service est également à la botte, entre guillemets, des Américains. Donc, on voit cette opération-là, on voit quand on dessine, quand on tire le trait entre tous ces points-là, on voit une vaste opération de communication, finalement, qui est dirigée contre l'Ukraine par les Américains. Alors, pourquoi organise-t-il ceci, Ben, cette opération de communication? Il y a plusieurs choses dans cela. D'abord, il faut rappeler que le sabotage de Nord Stream 2, c'est finalement le plus grand acte de terrorisme industriel du XXe et du XXIe siècle, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme dont ont été victimes les Allemands, mais aussi nous, Français, puisque Engie était actionnaire à hauteur de 10% de Nord Stream 2. C'était un investissement de l'ordre de 950 ou 987 Hmm. millions d'euros. Sans Mais compter les pertes derrière avec la part de ce partenariat. Bien sûr. Alors, à partir de ce moment-là, les Américains ont tout fait pour essayer de dissimuler leur responsabilité dans cet acte. Il était facile de faire porter la responsabilité aux Ukrainiens parce que de toute façon, ils tiennent les Ukrainiens à bout de bras sur un plan économique. Donc, bien sûr, très rapidement, Zelensky avait protesté en disant ce n'est pas nous, nous ne sommes pas au courant. Et je crois que pour une fois, il faut le croire. Ensuite, l'histoire qui a été montée de toutes pièces en racontant que 6 hommes avaient embarqué sur un Hmm. petit yacht dans un port d'ex-Allemagne de l'Est pour aller faire sauter le pipeline ne tient pas techniquement. On ne plonge pas dans des eaux à 80 ou 100 mètres de profondeur avec des courants traversiers, avec du matériel de plongeurs amateurs. Ça n'a pas de sens. Et en plus, il faut localiser les pipelines. Maintenant, ce qui est beaucoup plus frappant, c'est de voir comment les Allemands, qui sont les premières victimes de ce sabotage, se sont totalement couchés devant les Et Américains. oui. Alors, on voit en ce moment deux autres éléments. C'est effectivement que l'Ukraine n'intéresse plus beaucoup de monde à Washington. Tout le monde est polarisé sur les prochaines présidentielles, sur la crise de Gaza, Oui. sur la crise au Moyen-Orient. Et puis, dans le même temps, les Allemands viennent d'annoncer qu'ils allaient diviser par deux leur aide à l'Ukraine. Alors, il y a bien sûr des difficultés économiques. Et puis, on a vu, pas plus tard que le week-end dernier, l'AfD gagner un certain nombre de régions et annoncer haut et fort qu'elle était pour la fin de la guerre en Ukraine. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment et qui sont intéressantes. Et encore une fois, j'en reviens à l'offensive de course. Les Anglais ont probablement essayé d'enrayer ce phénomène. Leur atavisme anti-russe est tellement fort, il y a aussi un impact qui pourrait être dommageable pour eux de la dette ukrainienne sur leur propre économie. Et donc, ils ont essayé de relancer ou de faire durer un petit peu plus ce conflit. Et pour finir, puisque vous parliez un petit peu de la scène Israël-Gaza, vous craignez un risque d'extension du conflit régional. Pourquoi pas du côté de l'Iran?
Oui, bien sûr, on voit aujourd'hui que Netanyahou, d'un côté, se rend compte que la situation n'est pas très favorable, non seulement pour lui, mais pour Israël. Et donc, une des seules manières qu'il voit de pouvoir obtenir ce soutien occidental qui se délite jour après jour, les Anglais d'ailleurs ont été de manière assez surprenante les premiers à cesser leur livraison d'armes à Israël, eh bien, il espère qu'en déclenchant un conflit régional, ça amènerait tous les Occidentaux à faire corps derrière l'État hébreu pour éviter qu'ils ne disparaissent. Voilà. Chez les Américains, on a aussi deux courants. Les néoconservateurs sont assez favorables à une guerre contre l'Iran et contre les Palestiniens du Hamas. Le Pentagone est plus mesuré. Et puis face à cela, on a un État iranien qui a bien compris que c'est un piège qu'on lui tend. Et finalement, il est partagé entre la volonté de réagir contre l'élimination d'Ismaël Haniyeh sur son territoire et puis la volonté de ne pas tomber dans ce piège que lui tendent à la fois Américains et Israéliens. Et donc, c'est pour ça que, on voit cette réaction qui, pour l'instant, est décalée. Et je crois que les Iraniens ont compris que finalement, une guerre d'attrition contre Israël serait beaucoup plus efficace, même si pour eux, ça veut dire d'une certaine manière perdre la face, en tout Mm. cas dans un premier temps. Et ça aussi, les Israéliens l'ont compris parce que l'État hébreu sait qu'une guerre d'attrition ne lui sera pas favorable, parce que plus le conflit durera sur les termes que nous connaissons aujourd'hui, plus il y aura une désolidarisation de l'Occident à son égard. Ah oui, bah ouais, écoutez, à suivre en tout cas du côté de cette scène israélo-palestinienne. Merci beaucoup Eric Denessé. Puis on sait que l'Iran a quand même toujours des visions au temps très long. Donc ça nous rappelle aussi peut-être qu'il faut avoir ces visions en géopolitique. Merci encore, je rappelle, directeur du CFDR, le Centre français de recherche sur le renseignement. À très bientôt pour la prochaine chronique internationale.